Le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix a effectué aujourd'hui une visite à Tombouctou. Dans la cité des 333 saints, Hervé Latsou a rencontré les forces de sécurité et visité la mosquée de Djingaré-Ber. Qu'est-ce que le président de la République, qu'est-ce qu'il représente dans notre système institutionnel? Voilà autant de questions traitées dans le dossier de cette édition consacrée à la présidentielle du 28 juillet prochain, dossier signé Oumar Moussa Traoré. 53e édition de la Coupe du Mali, après la victoire hier du Joliba AC face au COB, 2-0. C'est au tour du stade malien de Bamako d'obtenir son ticket pour la finale en battant le Niana de Koulikoro sur le score de 2-1. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information de 20h. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, une délégation de la mission multidimensionnelle et a intégré des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, conduite par son sous-secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, a effectué aujourd'hui une mission de quelques heures à Tombouctou, 24 heures avant le transfert des commandements de la MISMA à la MINISMA demain 1er juillet. Au cours de cette mission, Hervé Latsou a discuté avec le contingent Banenko du Burkina Faso qui contrôle l'aéroport de Tombouctou, échangé avec les forces servales de plusieurs autres forces en présence. Ensuite, la délégation a rencontré les autorités politiques, administratives, les notabilités et la société civile sur l'aspect sécuritaire et culturel de la ville. Mahamadou Doubia était notre invité, était notre envoyé spécial à Tombouctou. C'est avec grande satisfaction que nous recevons cette mission et qui va faire en sorte que l'espoir se transforme. Voilà quelques problèmes d'aiguillage. Nous allons tout à l'heure revenir sur ce premier élément qui porte sur la visite. Donc, on va d'abord avec l'aspect culturel de cette mission à Tombouctou qui a été marquée par la visite de certains sites et principalement la mosquée de Djingaré-Ber qui a fait l'objet de grandes considérations vu sa valeur culturelle ancestrale qui date du XIVe siècle et classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Mahamadou Doumbia. Un autre aspect de cette mission du sous-secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, c'est l'aspect culturel. Durant les séjours à Tombouctou, les djihadistes et autres narcotrafiquants se sont adonnés à toutes sortes de profanations, de destruction de documents ou d'occupation de lieux de culte datés de plusieurs siècles. En se rendant à la grande mosquée de Djingaré-Ber, Hervé Latsou a partagé les douleurs de toute une communauté. On ressent directement en parlant aux responsables, en parlant aux membres de la société civile, le degré de souffrance qui a été le leur pendant toute cette année d'occupation. Donc c'est un immense soulagement, c'est une grande joie de voir que la vie reprend. L'intérêt qu'apporte ce monument historique, classé patrimoine culturel mondial, est incommensurable parce que marqué par beaucoup de mystères et d'enseignements. Depuis la création de Tombouctou, il n'y a pas eu d'autre adoration en dehors de Dieu. Et nous sommes très étonnés que d'autres gens viennent pour dire qu'ils vont islamiser Tombouctou. Ça nous paraît un peu vraiment ridicule. Djingaré-Ber, grande mosquée. Elle a été construite en 1325 par l'empereur Kanka Moussa. En Égypte, il a rencontré un architecte andalou du nom d'Abou Youssef Saheli. Il lui a donné 200 kilos d'or pour venir construire la mosquée de Tombouctou. Et depuis cette mosquée, et là, on n'a pas changé l'architecture, on n'a rien changé. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas la seule mosquée que Kanka Moussa a construite à travers le Mali. Ils ont construit beaucoup de mosquées et toutes ces mosquées-là ont disparu. Il n'y a que seule la mosquée de Djingaré-Ber qui a pu résister. Respect, considération et bénédiction sont les maîtres mots qui nous animent en visitant un tel patrimoine qui, durant plusieurs siècles ou millénaires, réservera toujours ses mystères, ses secrets, sa beauté.
Voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure. Parlons à présent de la carte Nina. 2 jours après le lancement des opérations ici à Bamako, le gouvernorat du Bamako prend des mesures pour améliorer le système. À la suite de différentes visites sur le terrain, Georges Togo a constaté quelques difficultés de mise en œuvre. Il s'agit notamment de l'absence d'un certain nombre d'agents, des équipes commises à la réception des citoyens enrôlés et des rumeurs concernant le traitement des agents. Le gouverneur de district s'est confié à notre reporter Moïse Traoré. 2 jours après le début des opérations de remise des cartes Nina, il est constaté quelques défections dans les rangs des 190 équipes de 3 personnes chacune. Nous avons, pour la circonstance, mobilisé 1600 jeunes. Donc vous comprenez que... Qui ont été formés. Mobilisés et formés pour la circonstance, 1600 jeunes. Nous avons aussi prévu, pour les cas de défaillance, des équipes qui ont été, des éléments qui ont été formés, qui peuvent assurer le relais. Et c'est à ces équipes de relais que nous faisons appel pour que désormais il n'y ait plus de problème. Ensuite, nous avons pris des dispositions pour que le transport et la sécurisation des cartes se fassent dans les mêmes conditions. Et que chaque matin, les cartes soient mises à disposition des équipes à temps. 190 contrôleurs sont déployés dans les centres. 1 51 000 cartes sont à disposition à travers le district de Bamako. Les agents, je veux dire, ont une indemnité de 60 000 francs prévue, qui leur sera payée selon, en tout cas, les modalités que nous allons arrêter de commun accord avec les différents responsables. Les chefs d'équipe doivent recevoir 75 000 francs. Les coordinateurs, 90 000 francs. Nous avons pris les dispositions pour que chaque équipe ait une torche leur permettant de travailler, même si c'est au crépuscule. Les centres d'enlèvement des cartes Nina sont ouverts tous les jours de 8h à 18h. C'est jusqu'au 27 juillet prochain. Activité politique, le parti humaniste Adama Denyaton vient d'investir sa candidate pour l'élection présidentielle à venir. La cérémonie a eu lieu ce week-end à Zantiebougou, dans le cercle de Bougouni, en présence de plusieurs militantes et militants du parti. Envoyés spéciaux, Nando Dambélé, Abdraman Keïta. Le choix de Zantiebougou pour la cérémonie officielle d'investiture de la candidate du parti humaniste Adama Denyaton, Aminata Nyamoto Diakité, n'est pas fortuit. Zantiebougou vous reçoit à bras ouverts. Votre candidature à la magistrature suprême nous réconforte et nous donne espoir à notre génération en général. Pour le président du parti humaniste, le choix porté sur une femme pour la magistrature suprême et Zantiebougou pour abriter son investiture est une logique politique. Le choix de Mme Togola Aminata Nyamoto Diakité est une marque de reconnaissance aux actions menées par les femmes et les jeunes pour l'implantation et le développement du parti. Notre choix ne pouvait être que celui d'une femme, d'un jeune engagé et trempé dans l'encre de l'humanisme politique. Mesurant toute la lourdeur de la responsabilité qu'elle porte désormais, Aminata Nyamoto Diakité l'accepte avec humilité. C'est en toute humilité que je me présente devant vous comme candidate du parti humaniste Adama Denyaton à l'élection présidentielle de juillet prochain. J'ai souhaité aujourd'hui m'adresser à vous car dans quelques jours aura lieu l'élection présidentielle. L'occasion a été opportune pour les responsables du parti humaniste Adama Denyaton pour exprimer leur engagement à lutter contre les grands maux qui gangrènent notre société, à savoir la corruption, la délinquance financière, l'incivisme notoire et le népotisme. C'est Cheikh Keïta qui est le candidat de l'Union pour la démocratie et l'alternance IDEA à l'élection présidentielle. Il a été investi par son parti. Dans le discours d'investiture, il a été surtout question de refondation socio-culturelle et économique du Mali. Fademba Keïta. Le choix des militants de l'Union pour la démocratie et l'alternance IDEA se fonde sur l'exemplarité de la carrière professionnelle de l'ancien directeur général de la douane. Aujourd'hui, les militants de son parti estiment qu'il incarne le changement souhaité. Après un diagnostic sans complaisance des forces et faiblesses du pays,
Le leader juge que sans sécurité, toute politique de développement est vaine. La sécurité est aujourd'hui le premier défi à relever dans ce pays. Il nous faut un pays apaisé, il nous faut un pays réconcilié, mais nous devrons prendre des dispositions pour l'avenir, pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Il nous faut une justice assainie. L'éducation est un problème, tout le monde le sait. Tous les Maliens sont conscients du niveau de plus en plus faible de notre école par rapport à celle de nos voisins. L'emploi des jeunes, la problématique de la bonne gouvernance et du leadership social et politique sont inscrits en bonne place dans le projet de société du candidat. C'est aussi celle de la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance, avec des institutions politiques qui intègrent les valeurs culturelles positives de nos populations dans leur fonctionnement quotidien et nos langues nationales promues à leur juste valeur au niveau national et sous-régional. Aussi, mettrai-je en place des systèmes performants de recouvrement et de gestion efficiente et transparente des finances publiques. Selon les candidats de l'Union pour la démocratie et l'alternance, celui qui aura la destinée de ce pays doit avoir en mémoire que la culture de la notion d'État est indispensable pour l'atteinte des objectifs. Une bonne gouvernance passe forcément par l'application des 3 fondements essentiels de la notion d'État, à savoir le patriotisme, la responsabilité et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cérémonie de signature d'une alliance politique entre l'URD et le PDS. La cérémonie s'est déroulée hier samedi. Un ralliement qui, selon les explications des cadres du PDS, est le fruit d'un long travail minutieusement mené par une commission. Compte rendu Garibou Pérou. L'alliance politique et électorale entre les partis pour le développement économique et la solidarité PDS et l'Union pour la République et la démocratie URD est officielle. Le PDS va soutenir Soumaïla Cissé dès le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juin prochain. Nous avons quand même 887 conseillers. Nous avons 15 députés à l'Assemblée nationale qui sont restés 3e force politique de ce pays-là. Donc, compte tenu de tout cela, nous pensons que si nous allons avec l'URD, je pense que déjà, nous sommes presque sûrs. La démocratie et la République sont des valeurs longtemps entretenues par les 2 formations politiques. Elles ont permis d'abord aux différents membres des 2 partis d'évoluer, ensuite de se retrouver et enfin de marcher ensemble main dans la main pour mener le combat uniquement pour le Mali. Le Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS, conformément aux conclusions issues de la réunion de son comité directeur tenue le 19 juin 2013, a décidé de soutenir la candidature de M. Soumaïla Cissé à l'élection présidentielle de 2013. Lorsque vous avez la 3e force politique du pays qui choisit votre candidat, lorsque vous avez des hommes d'expérience, des femmes d'expérience qui ont porté leur choix sur votre candidat, c'est un apport important. Donc l'URD aujourd'hui se trouve renforcé dans sa position. Dans le communiqué conjoint de presse, les 2 partis réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale du Mali et à l'organisation des élections libres et transparentes. C'est pour dire que désormais, les militants de la nouvelle famille URD-PDS seront en mesure de livrer une réponse urgente à tout sujet d'intérêt national. Les femmes de la Sénas Faso RR en commune 5 ont contribué au paiement de la caution de leur candidat, le docteur Zoumana Sako. La cérémonie s'est déroulée en présence du candidat. Occasion pour Zoumana Sako de mettre l'accent sur la nécessité de promouvoir la femme en tant que pilier de la famille et de la société à Lucéni Touré. L'initiative a surpris plus d'un. Mais pour les femmes de la commune 5, cela n'est que justice. Aussi, pour ces militantes déterminées, le tout est de contribuer à rebâtir un Mali prospère et redonner espoir aux Maliens, ce qui passe par une participation active de la femme. Je voudrais que les Maliennes et les Maliens retiennent que l'ambition de la Sénance Faso RR se confond avec celle du Mali et de l'Afrique en marche. Parti du peuple, par le peuple
et pour le peuple. La Sénance Faso est résolument tournée vers l'avenir en tirant les leçons du passé. Un parti qui invite à l'union sacrée de toutes les forces patriotiques, démocratiques et progressistes pour qu'enfin notre Mali prenne un nouveau départ, le vrai, le bon. Pour la Sénance Faso RN, la seule vérité qui vaille et qu'il faut est celle d'un Mali qui retrouve ce qui le grandit dans une Afrique prospère et respectée. Rien ne peut se réaliser sans une participation accrue de la femme. Le développement économique, social et politique d'un pays ne peut se faire sans la participation active de toutes les couches sociales et en particulier des femmes dont le poids démographique est non négligeable. De ce constat, nous les femmes de la Sénance Faso RN, et nous espérons la majorité des femmes du Mali, apportons notre soutien sans réserve pour un Mali prospère et harmonieux. Notre engagement et notre adhésion sont avant tout pour l'intérêt suprême de la nation et de nos familles. Pour joindre l'utile à l'agréable, les femmes de la commune ont fait appel à l'artiste Kadi Konati. Activité politique toujours, le Parti social-démocrate africain a animé hier une conférence à son siège. La rencontre en question concerne le lancement du parti. Les responsables se donnent comme objectif prioritaire de gagner le pari du développement durable. Ismaël Sako est le président du Parti social-démocrate africain. Il est au micro de Youssouf Diakité. Cette conférence consacre le lancement des activités du Parti social-démocrate africain. Une conférence essentiellement basée sur les questions de développement économique, social et culturel. L'objectif recherché par le parti est de gagner le pari d'assurer le bien-être des populations à la base. Si l'élection devait se tenir le 28, je rappelle ce que nos militants nous ont aussi demandé. C'est de sortir, nous avons dit de sortir massivement. Que chaque Malien et Malienne, que la société civile et l'ensemble des forces vives de notre pays acceptent de maintenir le Mali vivant et de faire en sorte que notre image soit davantage rehaussée sur le plan national et international. Et que chacun travaille pour l'apaisement, pour la paix, pour l'unité. Le président du parti a par ailleurs focalisé une bonne partie de son intervention sur la promotion de la jeunesse. Et les intervenants ont posé des questions liées à la gestion de la situation sociopolitique et sécuritaire. Nous avons compris que la décentralisation est un élément phare important pour éviter la fracture, faire en sorte que le nord du Mali soit davantage développé et que les moyens qui seront affectés arrivent auprès des militants et que concourent à la mise en œuvre des vrais projets structurants, des projets productifs et des projets qui vont créer des emplois, qui vont stabiliser la population au nord aussi bien qu'au sud. Nous voyons aujourd'hui au nord du Mali tout ce qui est téléphonie mobile, tout ce qui est électrification, tout ce qui est l'exploitation de l'énergie du sous-sol sont autant d'éléments qui pourront créer des emplois et qui pourront faire en sorte des emplois liés aux services, qui ne sont pas forcément des emplois avec compétences techniques, permettre à nos Maliens, d'où ils sont, au nord aussi bien qu'au sud, d'avoir un travail décent. Les conférenciers ont ensuite rappelé que ces objectifs ne pourront être atteints sans un sursaut collectif national. Les jeunes de l'Union pour la démocratie et le développement UDD ont tenu la conférence de leur section. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Outre la mise en place du bureau des jeunes, il a été également question de la situation générale du pays. Compte rendu, Abdraman Maïga. Que tout le monde aille chercher sa carte. Auparavant, l'ancien bureau avait présenté son rapport d'activité. Parmi les actions réalisées, l'organisation de 2 ateliers de formation, la mise en place des cellules de base du parti dans les 8 quartiers, la commune 5 du district de... Voilà quelques problèmes dans la diffusion de cet élément. Nous passons à l'élément suivant. Les Maliens de Côte d'Ivoire sont déterminés à participer massivement à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. C'est pourquoi ils sont sortis en masse hier à Bouaké et à Abidjan pour le retrait des cartes Nina. Cette opération a été lancée en même temps que dans les 2 consulats. Les équipes de distribution de cartes Nina sont déployées sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire pour atteindre en tout cas le maximum de Maliens. Le compte rendu de Boubacar Sissoko et de Imo Frissanou. À
travers ce lancement des opérations de retrait des cartes d'identification nationale, l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire veut permettre à l'ensemble de nos compatriotes enrôlés de rentrer en possession de leur carte électorale NINA. Ceci dans le but de relever le défi du taux de participation aux élections présidentielles du 28 juillet prochain. Nous avons ici 78 675 Maliens en tout cas qui ont leur carte NINA qui sont parvenus dans notre nom. Donc nous les invitons. L'État a consenti d'énormes efforts pour établir ces cartes, à sortir massivement pour retirer leurs cartes. C'est tout ce que l'État les demande et participer massivement aux élections présidentielles qui vont venir. À Abidjan, Mahamadou Diawara Dihame, le président du Conseil des Maliens, est le premier à recevoir sa carte NINA. Même enthousiasme à Bouaké, où tôt ce samedi, nos compatriotes ont pris d'assaut la cour du consulat général du Mali pour le retrait de leurs cartes. Dans cette juridiction, le consulat a pris toutes les dispositions afin que les opérations se déroulent dans de meilleures conditions. Les équipes sont déployées sur l'ensemble du département de Bouaké. Nous avons mis en place 15 équipes de 3 personnes pour la remise des cartes. Nous avons 21 897 électeurs potentiels dans la juridiction de Bouaké. Donc on espère que dans les 10 à 15 jours, vraiment, tout le monde aura sa carte et tout le monde sera prêt pour les élections du 28 juillet 2013. Quant à l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, le général Sédou Traoré, il a invité ses compatriotes à retirer leurs cartes et repérer leur bureau de vote dans les différentes communes. Que chacun rapidement retire sa carte NINA et chacun rapidement essaie de repérer son bureau de vote. Ce travail a été fait déjà, l'identification des bureaux de vote par les différents consuls. L'utilisation et l'engouement des Maliens de Côte d'Ivoire dénotent de leur intérêt aux élections et leur attachement à la mère patrie. Nous revenons sur cet élément. Les jeunes de l'Union pour la démocratie et le développement, UDD, ont tenu leur conférence de section. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Outre la mise en place du bureau des jeunes, il a été également question de la situation générale du pays. Reportage Abdraman Maïga. Oumar Barou Diallo est désormais le président de la section des jeunes de l'Union pour la démocratie et le développement de la commune 5 du district de Bamako. Il est à la tête d'un bureau de 48 membres dont 3 filles. Ce bureau élu à la suite de la conférence de section des jeunes de l'UDD a pour mission de poursuivre l'implantation progressive du parti dans les 8 quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Nous sommes prêts aujourd'hui à redynamiser la jeunesse et surtout le parti UDD. C'est sur la jeunesse que repose l'avenir du parti. C'est sur la jeunesse que repose l'avenir du Mali. Nous remettons nos roues en marche. Nous remettons nos valeurs en place et en œuvre pour sortir notre pays de cette crise, pour donner à cette patrie le présent qu'il mérite. Le bureau entend également s'occuper de la mobilisation des populations de la commune 5 à aller retirer leur carte d'électeur et à accomplir leurs devoirs de citoyens. Ces jeunes demeurent et restent convaincus qu'une des étapes cruciales de la réussite du processus électoral constitue non seulement la bonne organisation de ces échéances, mais aussi et surtout de la mobilisation de tous. Pour la présidentielle du 28 juillet, la coordination des femmes donne l'assurance qu'elle se tiendra aux côtés de la jeunesse pour porter haut le candidat du parti. Nous sommes en ordre de bataille. Pour gagner cette bataille, il faut s'armer. Et cette arme-là, c'est votre carte électeur. Nous avons beau crier, si nous n'avons pas cette carte, on n'ira nulle part. Mobilisez-vous pour chercher vos cartes. Demandez aux autres camarades, demandez à nos mamans, à nos pères, à nos frères, que tout le monde aille chercher sa carte. Auparavant, l'ancien bureau avait présenté son rapport d'activité. Parmi les actions réalisées, l'organisation de 2 ateliers de formation, la mise en place des cellules de base du parti dans les 8 quartiers, la commune 5 du district de Bamako. Nous démarrons aujourd'hui une série de dossiers consacrés à la présidentielle du 28 juillet prochain. Le tout premier est consacré au président de la République que les Maliens s'apprêtent à élire dans moins d'un mois au suffrage universel direct. Qu'est-ce que le président de la République? Qu'est-ce qu'il représente dans notre système institutionnel? Quels sont les pouvoirs et les limites de ceux-ci? Ces pouvoirs sont-ils toujours exercés dans l'orthodoxie? La réponse à ces différentes questions dans ce dossier réalisé par Oumar Moussa Traoré.
Le président de la République est la première institution de notre système institutionnel. De par l'importance de ses pouvoirs, il est la clé de voûte du régime politique du Mali. Tout part de lui et il est le régulateur du système. Notre système lui accorde des pouvoirs extrêmement importants qui sont de deux natures. Il y a d'abord ce qu'il partage avec le gouvernement. Ils sont prévus à l'article 29 de la loi fondamentale. L'article 29 est l'article fondateur du système qui dit que le président de la République est le chef de l'État. Il est le gardien de la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale. C'est lui qui est chargé de veiller au respect de la Constitution. Il incarne l'unité nationale, il assure l'indépendance du pays, il veille à assurer l'indépendance du pays et l'intégrité du territoire. Il est chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions. En fait, il a tous les pouvoirs. Mais là, quand il agit comme ça, il agit avec le contre-seing du gouvernement, du Premier ministre. Il exerce ce qu'on appelle une sorte de magistrature d'influence, c'est-à-dire qu'il a les pouvoirs, mais il n'a pas les responsabilités. On dit qu'il préside le Conseil des ministres, il n'est responsable qu'en cas de haute trahison. Ça veut dire que tous les actes que le président pose en tant que chef de l'exécutif, la responsabilité est endossée par le Premier ministre et le gouvernement. C'est eux qui sont responsables devant l'Assemblée. Le président de la République a également des pouvoirs qui lui sont propres, qu'il ne partage avec personne. C'est lui qui nomme le Premier ministre, qui le démet. C'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée. C'est lui qui a le droit de grâce. Par exemple, c'est lui aussi qui peut nommer un tiers des membres de la Cour constitutionnelle. Il a toute une série de pouvoirs comme ça qui sont ses vrais pouvoirs. Donc vous voyez qu'il est au centre. En plus, la Constitution va même plus loin. 2 domaines pratiquement sont réservés au président de la République, c'est-à-dire les affaires étrangères et la défense. Ça, c'est lui. Et enfin, exceptionnellement, en cas de péril grave, la Constitution lui permet de prendre tous les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels. Donc vous voyez que c'est un homme très très important et qui est au centre de tout. C'est pourquoi il y a des conditions très strictes pour pouvoir être président. En 2 décennies d'expérience démocratique, ces pouvoirs du président ne se sont toujours pas exercés conformément au texte. Sous la Troisième République, par exemple, l'omniprésence du chef de l'exécutif sur toutes les questions nationales était contraire à une disposition de la loi fondamentale qui dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est la réalité dans tous les pays démocratiques, c'est celui qui est élu. Parce que c'est quand même le président qui est élu sur son programme. C'est lui qui a proposé un programme au peuple et le peuple l'a élu sur ce programme. Donc, le Premier ministre est nommé. Il n'a aucun mandat. Et donc, c'est le président de la République qui désigne son Premier ministre. Bien sûr que ce Premier ministre doit avoir une majorité à l'Assemblée, mais c'est la majorité présidentielle, ce n'est pas la majorité du Premier ministre. Donc le système est conçu de telle manière que l'essentiel du pouvoir est entre les mains du président qui est élu. Aussi, la crise politique et sécuritaire que le Mali a connue l'année dernière a révélé de manière brutale les dysfonctionnements de notre système politique. Logiquement, quand c'est comme ça, il appartient à l'Assemblée d'interpeller le Premier ministre, d'interpeller le gouvernement pour trouver des solutions politiques. Si on n'a pas de solutions politiques à une crise, on aboutit toujours à des solutions extra-politiques qui ne sont pas du tout souhaitables dans une démocratie. C'est l'échec de la démocratie, un coup d'État. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé parce qu'il y avait un blocage des institutions. De toute évidence, le consensus tue la démocratie. Cependant, il existe des limites aux importants pouvoirs du président de la République, à condition que les mécanismes prévus par la Constitution soient utilisés. Il y a eu plusieurs décisions de la Cour annulant des décisions du président de la République. Il y a eu déjà la Cour suprême est compétente pour tous les actes administratifs sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Plusieurs décisions de l'exécutif peuvent être annulées par la Cour suprême quand il y a violation de la loi. Le président est très très contrôlé. C'est pas un monarque, quoi. Comme on le voit, chaque chose a besoin de son contraire pour se développer, si l'on en croit le philosophe.
Je vous l'annonçais dans les titres, une délégation de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, conduite par son sous-secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsou, a effectué aujourd'hui une mission de quelques heures à Tombouctou, 24 heures avant le transfert des commandements de la MISMA à la MINUSMA demain 1er juillet. Au cours de cette mission, Hervé Ladsou a discuté avec le contingent Badenko du Burkina Faso qui contrôle l'aéroport de Tombouctou, échangé avec les forces servales et celles des autres pays africains. Ensuite, la délégation a rencontré les autorités politiques, administratives, les notabilités de la société civile sur l'aspect sécuritaire et culturel de la ville Mahamadou Doumbia. Dans le cadre de la sécurisation des 3 régions du Nord et le maintien de la paix au Mali, la MINUSMA prendra la relève en lieu et place de la MISMA. C'est justement dans ce cadre qu'a effectué le sous-secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Ladsou, une visite de 5 heures d'horloge à Tombouctou pour voir le travail remarquable fait par les forces servales et celles des pays amis sur le terrain. Ensuite, rencontrer les autorités politiques et administratives et la société civile. Et la MINUSMA prend la succession de la MISMA. Tombouctou va être la base de l'un de nos 2 commandements régionaux. Il y aura forcément plus de monde et puis nous allons développer la présence civile pour aider les autorités de la région à remettre tout ça dans un état de marche satisfaisant. De ces rencontres, il ressort que Tombouctou, comme les 2 autres régions du Nord, ont souffert de l'intrusion des djihadistes et narcotrafiquants. La ville se remet debout, reste digne, mais beaucoup reste à faire. L'eau, l'électricité et quelquefois le téléphone sont toujours un luxe pour une population qui a souvent décidé de partir au moment où les djihadistes coupaient pantalons, pieds et mains ou procédaient à des lapidations en public. Il y a une nécessité absolue, c'est de remettre en marche les services publics. Et la plus grande attente de la population, c'est la reprise de l'activité économique. Alors, avec une sécurité qui s'améliore, les camions ont recommencé à circuler, les marchandises arrivent à nouveau, mais il y a une contrainte absolue qui est celle de l'eau et celle de l'électricité. Un exemple, sans électricité, il n'y a pas possibilité de faire fonctionner les banques. Sans banque, l'économie est forcément extrêmement fragilisée. C'est avec une grande satisfaction que nous recevons cette mission et qui va faire en sorte que l'espoir se transforme en espérance. En dépit de cette situation humanitaire, sur l'organisation des élections, Tombouctou ne se reproche rien. Sur le plan procédure électoral, nous sommes très en avance. En ce sens que nous avons reçu les documents nous guidant dans l'établissement de listes électorales et les distributions de cartes NINA. Et nous avons reçu les cartes que nous avons acheminées sur tous les cercles. Et nous avons commencé à distribuer les cartes et nous sommes très très avancés pour suivre ce terrain. Et le maire confirme. Je vous promets que, comme je l'ai dit, Tombouctou aura un des meilleurs taux de participation, comme d'habitude. À titre de rappel, concernant la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, en chiffres, c'est 11 500 militaires, environ 1500 policiers et 1000 civils. 2 bases seront créées à Tombouctou et à Gao, avec des tenues bien appropriées. Les rideaux sont tombés cet après-midi sur les travaux de la 5e conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien. À l'issue de 2 jours de travaux, les participants ont fait une quinzaine de recommandations, dont un droit de regard de l'État sur l'implantation des lieux de culte dans le pays. Compte rendu, Mamari Kone. En termes de 2 jours de travaux, les musulmans et les chrétiens venus d'Afrique et du reste du monde ont exploré les pistes pouvant mener à la promotion des valeurs éthiques et spirituelles au sein des 2 communautés. Au centre des préoccupations, les stratégies, défis et perspectives. L'objectif visé à travers cet exercice est la recherche de la paix. Avec une forte délégation de 2 communautés protestantes et catholiques qui ont participé, qui ont fait des propositions. Donc vraiment, nous disons aujourd'hui que le dialogue islamo-chrétien au Mali a pris un pas pour aller vers l'avant. À l'issue des travaux, les participants recommandent la vulgarisation des conclusions dans les autres régions ou pays, la création d'un site web que l'État ait un droit de regard sur l'implantation des lieux de culte, ainsi que la régulation des prêches religieux. L'association entend tout mettre en œuvre pour traduire ces recommandations en plan d'action et en assurer le suivi et évaluation. Nous allons dans les jours à venir prendre contact avec les plus hautes autorités de ces pays et notre partenaire, l'ambassade du Danemark,
pour voir comment ensemble, nous avons d'abord commencé par la mise en place d'un petit comité de suivi composé de musulmans et de chrétiens pour vraiment que les recommandations là ne dorment pas dans les tiroirs. Pour le représentant de l'Église, le dialogue islamo-chrétien de Bamako est devenu un instrument incontournable pour la recherche de la paix, car dira-t-il, qui dit dialogue dit paix. Quant aux représentants des pays amis, il dira que chrétiens et musulmans continueront toujours de travailler main dans la main dans un élan de solidarité pour surmonter les obstacles qui s'opposent à la réalisation de la paix. Rendez-vous est pris pour la 6e conférence. Sur un tout autre plan, demain 1er juillet s'ouvre ici à Bamako la 2e session ordinaire de la cour d'assises. 74 dossiers sont inscrits au rôle. Les faits restent les mêmes: meurtre, assassinat, vol à main armée et les cas d'incendie volontaire. Les jurés auront donc 19 jours pour trancher ces affaires. Pour en savoir davantage, notre reporter Sira Bakili a approché l'avocat général par la cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga. Je vous propose de l'écouter. Nous avons 74 dossiers et constitués généralement de beaucoup d'infractions eu égard à la nature. Mais la prédominance c'est toujours celle des crimes contre les personnes, notamment les crimes de sang. Autrement dit, les cas d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, d'infanticide. Après ça, viennent les infractions contre les mœurs, notamment viol et pédophilie. Bon, les autres infractions, les infractions contre les biens, se partagent le reste. Les cas d'atteinte au bien public 3 et également les cas de trafic d'enfants 4. C'est les mêmes infractions qu'on retrouve bien souvent dans les autres sessions. Les mêmes infractions se retrouvent avec toujours la prédominance des crimes de sang, comme on dit, et qui sont suivis par les infractions contre les mœurs. C'est dû à la persistance de la violence, parce que présentement, la violence prend nettement le pas, comment est-ce qu'on appelle, et se manifeste justement par des agressions dont les conséquences, c'est généralement la mort. Et puis, de l'autre côté, on peut dire qu'il y a une dégradation des mœurs, parce que les infractions de viol et de pédophilie sont tellement fréquentes en ce moment précis que souvent les gens, il y a même une tendance à la banalisation de ces infractions, alors que c'est des infractions extrêmement graves. C'est une atteinte à la dignité et de la personne, à son intégrité physique, et puis à la dignité même de la famille, de la personne, au-delà de la personne victime. L'appel qu'on a lancé aux populations, c'est dire que la cour d'assises, c'est une autre école. C'est des faits de la vie, des faits souvent spécifiques, même choquants, qui s'y racontent. C'est en cela une école, c'est pédagogique. Le fait d'assister à ces assises, ça permet à certaines personnes de comprendre dans une certaine mesure leurs limites, les limites de leur liberté. C'est donc demain 1er juillet que s'ouvre ici à Bamako la 2e session ordinaire de la cour d'assises. Justice toujours, adoption hier après-midi du projet de contrat de transparence au Mali entre la famille judiciaire, la société civile et le secteur privé. C'est à l'issue de 2 jours d'échanges initiés par le ministère de la Justice. Le projet de contrat porte sur 3 points essentiels, dont l'accès à la justice, le droit à la justice et le respect des engagements pour une justice performante et crédible. Mohamed Ould-Mamouni. C'est après 2 jours d'échanges fructueux entre la famille judiciaire, la société civile et le secteur privé que les parties ont convenu sur le projet de contrat de transparence au Mali. Ce contrat qui va donner plus de crédibilité à notre système judiciaire s'articule autour de 3 points, à savoir l'accès à la justice, le droit à la justice et puis voir comment effectivement ces droits-là sont assurés dans la réalité et voir noter les insuffisances et voir comment il faut régler ces insuffisances-là. Nous nous sommes dit qu'il fallait donc aller dans le sens d'un contrat de transparence entre les acteurs de la justice, la société civile, pour que après nous puissions mettre en place un comité de suivi de ce contrat de transparence. La famille judiciaire, la société civile ainsi que le secteur privé adhèrent tous au présent projet de contrat. Nous sommes même en fait pressés que ce contrat-là soit soumis à la signature parce que nous pensons que
si véritablement tous les éléments dont on a discuté aujourd'hui, qui sont liés à l'accès à la justice, avec tous ces problèmes que ça comporte, liés, n'est-ce pas, au droit à la justice, je pense que sans réfléchir, la société civile va signer ça et va travailler dans le sens, n'est-ce pas, de la réalisation des différents éléments de ce contrat. Il est prévu la mise en place d'une commission pour proposer le projet de contrat de transparence avec son règlement intérieur et une date de signature dans un délai de 2 semaines. Clôture à la Maison des Jeunes de Bamako du 12e congrès ordinaire du syndicat national de la production. Durant 2 jours, les participants ont révisité le statut, le règlement intérieur du SINAPRO et procédé à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif composé de 35 membres. Nous retrouvons Mohamed Oudmamouni. Karim Diarra, dit Togola, est désormais le secrétaire général du syndicat national de la production. Composé de 35 membres, ce nouveau bureau du SINAPRO a été mis en place à l'issue du 12e congrès ordinaire. Les tâches à exécuter sont énormes. Les résolutions qui seront notre feuille de route, en plus des problèmes quotidiens que nous aurons constatés avec la base. Ces résolutions vont de l'amélioration des conditions de vie en général, à savoir les problèmes de primes, les problèmes fonciers, mais comme je l'ai dit, le foncier par rapport à l'accaparement que les sociétés immobilières font du patrimoine foncier de l'État, notamment les services relevant du ministère du secteur du développement rural. C'est ça notre première tâche. Nous allons préserver l'outil de travail, nous allons préserver l'espace de service, nous allons préserver également les conditions de vie et de travail des travailleurs. Le représentant du ministre de l'Élevage et de la Pêche et le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, tous ont salué la mise en place de ce bureau. Mes félicitations s'adressent tout particulièrement au bureau national mis en place et je l'exhorte, comme toujours, que tout en défendant les intérêts et revendications des travailleurs et qu'il privilège en tout temps dans sa mission de lutte le contact et le dialogue avec les différents responsables des départements ministériels et services techniques du secteur de la production et du développement rural. Karim Diarra dit Togola a invité les syndiqués à l'épauler pour la réussite des missions qui leur sont assignées. Aujourd'hui, 31 juin, c'est la journée de la semaine scientifique de l'Afrique. Cette journée a été une occasion pour les scientifiques maliens d'échanger autour de 2 thèmes majeurs. Il s'agit notamment du financement de la recherche au Mali et de la contribution de la recherche dans la gestion des crises. Mamoudou Sidibé. Cette conférence débat est organisée à la faveur de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, célébrée chaque 30 juin. En célébrant donc une telle journée, l'objectif recherché est la mobilisation de la communauté scientifique pour assurer un développement endogène de chaque pays africain à la maîtrise de la science et de la technologie. Les débats de cette année au Mali sont autour de 2 thèmes. Le financement de la recherche au Mali et la contribution de la recherche dans la gestion des crises. Les différents thèmes que vous avez traités de 1990 à ce jour ont effectivement concerné tous les domaines prioritaires du développement du pays, notamment les productions agricoles, la sécurité alimentaire, la santé humaine et animale, les changements climatiques, les biotechnologies, les migrations, etc. Une autre communication de taille qui accompagne la journée, il s'agit de celle relative aux dispositifs législatifs et réglementaires pour accéder aux fonctions de recherche. Comme vous le savez, le Mali a opté pour la promotion de ses chercheurs. La voie nationale est celle du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. 12 ans après l'adoption des lois consacrant la hiérarchisation des enseignants et des chercheurs, nous constatons que ces derniers ne se sont toujours pas appropriés les procédures y afférentes. Cette communication est d'un intérêt certain pour les chercheurs au regard du taux de rejet des dossiers de candidature aux fonctions de recherche. Cette journée a prévu également des informations relatives aux conditions d'inscription sur une liste d'aptitudes et les critères de sélection des projets de recherche.
Les jeunes du Mali s'activent en vue de l'organisation du Forum national de la jeunesse, un forum prévu du 4 au 6 juillet prochain à Ségou. Au cours de cette rencontre, les 120 délégués attendus vont échanger sur les difficultés de la jeunesse malienne en vue de trouver des solutions idoines. Les organisateurs du dit forum étaient face à la presse ici à Bamako pour situer l'événement dans son contexte. Pour plus de détails, écoutons Amadou Baba Mariko, président de la commission d'organisation du forum au micro de Adama Kodjo. Ce forum, c'est pour réconcilier la jeunesse avec elle-même. Après sa réconciliation, pour qu'elle puisse jouer son rôle dans la réconciliation nationale. Ce forum, d'abord, s'articule sur un thème générique qu'on appelle le développement de la jeunesse dans l'unité et la cohésion. Mais au-delà du thème générique, il y a 3 sous-thèmes qui seront traités. Les diagnostics et les perspectives de la structure fêtière de la jeunesse du Mali, la contribution de la jeunesse et la recherche et la consolidation de la paix et la sécurité. La participation de cette jeunesse de façon massive aux élections générales de 2013. Et le 3e sous-thème, c'est le problème de l'emploi, la santé de la reproduction, mais aussi la participation de cette jeunesse dans la gestion de la vie publique. À partir de ce où nous allons réécrire l'histoire de la jeunesse, et ce serait une renaissance de la jeunesse malienne. La jeunesse est considérée comme le fer de lance de l'avenir, et c'est en cela que l'État ou la nation l'attend, et elle doit jouer son rôle. C'est une question nationale, et cette question nationale doit être traitée de façon nationale, et cette manière nationale demande l'implication des différents acteurs à tous les niveaux. Nous lançons un appel à toutes les grandes structures, à toutes les structures, de Kay à Kidal, de venir s'inscrire pour la participation à ces forums. La Banque africaine de développement BAD et le gouvernement du Mali, en partenariat avec la Croix-Rouge malienne, ont apporté aux populations de la 6e région une importante quantité de vivres et de médicaments. Ce geste a été salué par les autorités locales. Yeya Tandina. C'est une importante quantité de vivres et de médicaments composés de riz, d'huile, de sel, du sucre et des conserves destinés aux populations flottantes et déplacées de retour à Tombouctou. Ce geste est de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement malien en partenariat avec la Croix-Rouge malienne. Ces dons concernent pratiquement les régions du Nord, à savoir Tombouctou, Gao et puis une partie qui va à Mopti. Je remercie l'État malien et le Croix-Rouge de penser à la population, surtout à nous. La remise officielle des produits s'est effectuée en présence des autorités locales qui ont salué l'action tout en réitérant leur reconnaissance aux généreux donateurs. Le grand partenaire, la BAD, qui a bien voulu offrir à la population de la commune urbaine cette aide alimentaire, que malgré ce chaud chalet que vous voyez, nous avons nos braves femmes, nos enfants, nos hommes, pour vraiment que ce soit un complément de ce qu'ils sont en train de faire tous les jours. Donc nous remercions tous ces partenaires. Ainsi, plusieurs ménages vont bénéficier de cette assistance humanitaire et les médicaments seront mis à la disposition des centres de santé communautaires selon les responsables chargés de la distribution. Pour football, le stade malien de Bamako s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Mali, 53e édition, en battant le Niana de Koulikoro par le score de 2-1. On écoute les entraîneurs du stade malien de Bamako et du Niana de Koulikoro au micro de notre reporter Siragatou Sissé. Mon sentiment, c'est qu'on s'en sort bien parce qu'on a joué qu'une mi-temps sur les deux. En première période, on était totalement absent. Et voilà, on a vu le véritable visage de mon équipe seulement sur la deuxième période. Et ça aurait pu nous coûter cher, quoi. Heureusement que Lamine est rentré et que nous a retiré une belle épine du pied avec sa tête sur le corner qui nous permet d'égaliser. Et après, ça a relancé l'équipe, mais je sentais vraiment pas bien mon équipe sur la première période. On était vraiment pas bien. Coaching gagnant, tout le mérite lui revient. Il est rentré, il a fait une très très bonne rentrée. Et puis notamment sur ce corner, là, on sait qu'il a un jeu de tête au-dessus de la moyenne et ça nous a bien aidé à repartir sur les bons rails. On a joué pleinement notre chance. Bon, le match, ça a été 2 mi-temps. La première mi-temps, c'était la nôtre. On n'a pas pu marquer le maximum. Bon, en deuxième mi-temps, c'était pour le SAD, mais même en deuxième mi-temps, on a eu des occasions. On n'a pas pu profiter. Le football, c'est ça. Quand on a des occasions, il faut essayer de profiter. Sinon, l'équipe a bien joué. Ça a été un match de haut niveau.
Vous aurez le compte-rendu de cette demi-finale demain dans l'édition de 20h. La finale opposera donc le 13 juillet prochain le Stade malien et le Djoliba AC. Sport toujours, la finale de la Coupe des Confédérations se joue ce soir entre le Brésil et l'Espagne. Un match que vous pourrez suivre sur la télévision nationale à partir de 22h. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Retrouvez pour les éditions de demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Maïga et Ndeye Sissoko pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.